Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. De nouveaux combats ont été signalés dans l'est de la RDC dimanche entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23. Des violences qui interviennent en dépit des efforts diplomatiques du président angolais João Lourenço. Un sujet de notre correspondante Élisée Malaïka. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 ont repris dans l'est de la RDC malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise. Dans un communiqué publié vendredi, les FARDC ont dénoncé les attaques systématiques de la coalition AFC M23 appuyée par les forces rwandaises. Le gouvernement congolais est très respectueux puisque c'est lui qui réellement a besoin de la paix. Tandis que les rebelles, eux, n'ont pas besoin de la paix, ils ont besoin de conquérir davantage et ne font rien dans ces lieux qu'ils conquièrent, si ce n'est que des pillés en faveur du Rwanda. Au-delà des affrontements militaires, les forces armées congolaises dénoncent aussi des exactions commises contre des civils dans le sud de Kivu. Selon elles, ces violations compromettent les efforts diplomatiques. Les rebelles qui ont récemment perdu des positions rejettent ces accusations. Et même notre entrée à Goma, c'est parce que Kinshasa n'a jamais voulu respecter le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est violé parce que c'est de la stratégie du régime de Kinshasa de poursuivre la guerre. N'oubliez pas, la guerre pour le régime de Kinshasa est un business. C'est là où ils volent, c'est là où ils détournent. Ces violences ont entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes. À Uvira, dans ce camp de fortune où de nombreuses familles ont trouvé refuge, les conditions de vie restent précaires avec un accès limité à l'aide humanitaire. Plus de 200 000 civils ont fui la zone depuis le début du mois de février, selon la société civile Fizi. On parle sans cesse de cesser le feu, mais sans solution durable. Et la guerre continue. Les combats ont encore eu lieu hier à Lemera. Qu'on nous aide. Nous demandons aux autorités de s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution, arrêter la guerre, afin que nous puissions rentrer chez nous, cultiver nos champs, vivre avec nos enfants et retrouver la paix. De nouveaux combats ont été signalés dimanche sur les hauts plateaux de Minambwe dans la province du Sud Kivu. Malgré ces attaques que les FARDC qualifient de manœuvres visant à saboter le processus de paix, l'armée affirme maintenir une posture défensive. Et malgré la reprise des combats dans plusieurs localités du Sud Kivu, un poste de frontière vital pour l'économie de la région a rouvert ses portes. Situé à la frontière entre le Burundi et la RDC, ce point stratégique avait été fermé pendant plus de 2 mois par les rebelles du M23 pour bloquer le soutien militaire du Burundi aux forces congolaises. Un poste frontière stratégique entre la République démocratique du Congo et le Burundi a rouvert ce lundi matin après plus de 2 mois de fermeture, selon les autorités congolaises et un responsable de la police burundaise. Le poste de Kavimvira se situe sur la rive nord du lac Tanganyika, au niveau de la route principale qui relie les villes d'Uvira et de Bujumbura. Il avait été fermé en décembre après l'offensive lancée par les rebelles du M23 contre Uvira, ville stratégique de l'est de la RDC. Cette séquence d'attaques a poussé des dizaines de milliers de Congolais à fuir vers le Burundi. Les contacts économiques entre les deux pays se sont malgré tout poursuivis à travers le lac Tanganyika. Le M23 s'est retiré d'Uvira en janvier, invoquant une demande des États-Unis. Dans la foulée, les autorités congolaises ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville. Depuis la réouverture du poste de Kavimvira ce matin, de nombreux Congolais ont franchi la frontière pour rentrer chez eux, selon une source burundaise. Dans les zones où les forces du M23 sont déployées, les autres postes frontières entre le Burundi et la RDC restent fermés. La Maison-Blanche organise une séquence diplomatique à huis clos du 23 au 24 février à Washington pour traiter du dossier du Sahara occidental. Le territoire contesté, non autonome selon les Nations Unies, va de nouveau faire l'objet de négociations entre le Maroc, le mouvement indépendantiste Front Polisario et l'Algérie.
Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario entament ce lundi à Washington un nouveau round de négociations sur le Sahara occidental. L'initiative secrète portée par les États-Unis doit s'achever mardi. C'est la troisième rencontre en l'espace d'un mois. La dernière s'est déroulée dans la capitale espagnole les 8 et 9 février. Sur la table, le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, présenté comme base des échanges, s'inscrivant dans la suite de la résolution adoptée en octobre 2025 par le Conseil de sécurité. Rabat a révisé la copie. La nouveauté porte sur une assemblée élue, l'amnistie des indépendantistes et le retour des Sahraouis réfugiés dans les camps de Tindouf en Algérie. Des pompes de discorde persistent. Le Front Polisario rejette l'idée de la désignation du dirigeant du territoire disputé par le roi du Maroc, préférant une élection. Malgré les désaccords, l'émissaire du président américain pour l'Afrique fait preuve d'optimisme. Un peu de musique pour cette fin de journal avec l'artiste sénégalais Saad Sarr qui présente un dernier album authentique dans lequel ses influences sont au service d'un message, porter haut et fort les valeurs du panafricanisme. En 10 ans de carrière, l'artiste Saad Sarr est devenu l'une des figures de proue de la scène musicale alternative au Sénégal. Avec son groupe éponyme Saad, celui que l'on surnomme le James Brown sénégalais a développé un son unique. Sa musique est nourrie de multiples influences, du jazz fusion à l'afrobeat en passant par le blues. Dans son dernier album African Waste Station, Saad Sarr s'est plongé dans les archives de la musique ouest-africaine des années 1960 à 1980. Le résultat est une ode à un panafricanisme musical. Voilà, on prône pour une jeunesse décomplexée, un nouveau rapport au monde, une nouvelle manière de penser la mondialisation à notre manière, pas la mondialisation qui nous a été imposée, mais au niveau de des industries culturelles et créatives, mais au niveau de la musique, quoi. Les gens, ils attendent que l'Afrique produise un type de son pour eux, alors que nous, on dit non, on produit un type de son que nous, on a envie de produire. Et on crée nos propres marchés, on va créer nos propres identités sonores. La musique de Saad Sarr se construit loin des stéréotypes généralement associés aux sonorités du continent. Dans son dernier album, l'artiste met aussi ses influences ouest-africaines au service d'un véritable propos politique. Saad Sarr prône une jeunesse libérée, prête à repenser le rapport de l'Afrique avec le monde. Donc je m'imagine dans une radio post-indépendante dans les années 70, voilà, et que c'est un son qui est fait pour parler de toutes les luttes qui ont existé. African Waste Station, c'est un plaidoyer décolonial aussi, un plaidoyer décolonial. C'est une station de radio qui vibre et qui émet des ondes sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on a essayé de mettre des sons de la Guinée-Conakry, du Mali, du Nigeria, du Ghana. On fait un voyage. Au-delà de sa propre carrière, Saad Sarr tente aussi de mettre la lumière sur une nouvelle génération d'artistes africains. Le musicien a fondé le festival Stéréo Africa à Dakar, dédié à la musique contemporaine du continent et de sa diaspora. La 5e édition de l'événement se tiendra au mois de mai dans la capitale sénégalaise. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. Le nouveau président de Madagascar, Michael Randrianirina, est attendu à Paris ce mardi 24 février. Il sera reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour évoquer le soutien de la France à la transition de l'île. Il s'agit de sa première visite en tant que président de la refondation au pouvoir depuis octobre. La mobilisation contre la dernière réforme électorale se poursuivra au Nigeria ce mardi 24 février. Selon les organisateurs, ce nouveau rassemblement contre la transmission électronique des résultats électoraux en temps réel est prévu devant l'Assemblée nationale. Il vise à prolonger le mouvement et à élargir la participation. La mission technique du Fonds monétaire international est attendue fin février au Gabon. Cette nouvelle mission, annoncée le mois dernier, constitue une étape importante pour les autorités gabonaises, engagées dans un processus de consolidation budgétaire. Le salaire minimum sud-africain va augmenter de 5% pour atteindre 30,23 rands à compter du 1er mars. L'Afrique du Sud augmente ainsi son salaire minimum national d'un montant supérieur au taux d'inflation et fait le pari que des salaires plus élevés soutiendront la consommation et contribueront à stabiliser la demande.
C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.